Il y a des choses qui n'arrivent que dans les feuilletons, et dans la vraie vie aussi. Demandez à cet homme qui a vu sa fille, dans un cercueil fermé, et des années plus tard, a vu le même visage, mendier à un feu rouge. Si vous aimez les bonnes histoires, laissez déjà un petit like et abonnez-vous. Sinon, vous risquez de manquer la suite de ce récit. Et attention, ce n'est pas pour les cœurs fragiles. C'était un jour gris, avec un ciel saturé de nuages et une âme saturée de nostalgie. Alberto Fontes, le genre d'homme qui commande le monde mais a perdu le sien, enterrait ce qu'il restait de sa fille. Carolina, 9 ans, visage d'ange, regard d'étoile, morte dans un accident de bateau. Du moins, c'est ce qu'on lui a dit. Corps carbonisé, cercueil scellé. On lui a seulement remis un petit collier et une photo. Et c'est cette photo, des années plus tard, enfermée dans un vieux portefeuille en cuir usé qui a fait arrêter son cœur pendant 2 secondes. Là, à ce feu rouge de l'avenue Banderas, vitre baissée, attendant que le feu passe au vert. « Monsieur, vous avez une pièce ?» dit la petite, avec une voix affamée et des vêtements couverts de poussière. Alberto, 67 ans au compteur et un compte en banque plus garni qu'un cœur de mère, détourna instinctivement le regard. Mais quand il regarda dans le rétroviseur, le monde s'effondra. Le visage de la petite, c'était le même, identique, même le petit creux sur le menton. Et ce n'était pas une simple ressemblance, comme quand les endeuillés cherchent à voir leurs défunts partout. Non, c'était elle, comme un fantôme affamé frappant à la vitre d'une voiture blindée. Il descendit. Le chauffeur cria. Le garde du corps derrière bondit hors du véhicule. Mais Alberto leur ordonna de se taire et courut après la fillette. « Oh, comment tu t'appelles » demanda-t-il, la voix déjà tremblante. « Carole » répondit-elle en fronçant les sourcils. « Carolina, quoi ? Je sais pas. Juste Carolina. » Et le monde tourna, fort. La petite s'enfuit, disparut dans le labyrinthe de passants et de vendeurs de rue. Et lui resta là, au milieu de l'asphalte, comme une vieille pierre emportée par une crue. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il retourna photos, documents, vieux journaux. Et plus encore, il retourna son deuil. Parce que ce qu'il avait vu, ce n'était pas qu'un manque, c'était de la chair, des os, et ce même regard. Mais qui allait croire qu'une fille morte réapparaisse vivante, sale et affamée, à un feu rouge? Ah, ce n'était que le début. Ce qu'il découvrit ensuite fit vaciller la vérité aux yeux de tout le monde. Le matin suivant, Alberto Fontes était un autre homme. Un homme qui avait passé des décennies à croire qu'il pouvait tout contrôler, des entreprises au gouverneur, mais qui ne parvenait plus à contrôler le tremblement de ses propres mains. Il avait passé la nuit entière à fixer cette seule photo de sa fille, celle qu'il avait glissée dans sa poche le jour de l'enterrement, celle qui à présent semblait vivante. Il la compara, repassa la vidéo de la caméra embarquée, mit sur pause, fit un zoom. Les pixels vacillaient, mais la ressemblance, elle, ne bougeait pas. C'était elle, pas ressemblante, pas similaire. Elle. Mais comment? Le corps n'avait jamais été formellement identifié. Le cercueil était scellé. Tout ce qu'on lui avait remis, c'était des cendres et un bracelet en argent. Et pourquoi personne n'avait jamais posé de questions? Parce que quand on a trop d'argent, on enterre même les doutes, murmura-t-il, regardant son verre de whisky, comme s'il s'agissait d'un miroir. Ce jour-là, il ordonna à son chauffeur de l'emmener au même feu rouge, à la même heure. Il baissa la vitre, le cœur battant comme celui d'un adolescent attendant sa bien-aimée à la récré. Rien. Le deuxième jour, encore rien. Mais le troisième, quand le soleil se couchait dans un orange brûlé, elle réapparut. Même chemise, même regard. Un chariot de marché tiré par une ceinture, et un ours en peluche, déchiré, mais avec un bouton à la place d'un œil. Alberto s'étouffa. Cet ours, c'était le même qu'il avait offert à sa fille pour son 7e anniversaire. Il avait fait coudre un bouton rouge à la place de l'œil arraché par le chien, et celui de la petite avait aussi un bouton rouge. Il descendit de la voiture, le cœur battant la chamade, et s'approcha d'elle. Elle le regarda comme quelqu'un qu'on connaît, mais dont on a peur de se rappeler. « D'où vient cet ours ?»« Je l'ai toujours eu, » répondit-elle en se grattant le nez. « Qui te l'a donné ? Je sais plus, peut-être une dame.
Quelle dame! Celle qui me dit que je suis sa fille, mais c'est pas vrai. Elle m'interdit de parler aux hommes en costume. Et là, il comprit. Il y avait quelque chose de très louche dans cette histoire. Et depuis longtemps. Car si la fillette avait le même visage, le même nom, le même ours, alors quelqu'un avait menti. Quelqu'un avait volé sa fille, ou l'avait vendue. Et la question le rongea comme un rat dans la cale d'un navire. Qui a enterré ce qui n'était pas Carolina? Cette nuit-là, il prit une décision inédite. Chercher la vérité sans avocat, sans assistant, sans médias. Juste lui, et le fantôme vivant d'une fille peut-être jamais morte. Et il ne savait pas encore que remuer ce passé réveillerait des gens qui préféraient rester enterrés. On dit que qui cherche trouve, mais on ne dit jamais que ce qu'on trouve peut être pire que ce qu'on a perdu. Le lendemain, Alberto Fontes frappa à la porte de quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans, le médecin légiste responsable de la libération du corps de Carolina. Il s'appelait Elio Vasque. Une 60aine d'années, le visage d'un homme qui dort mal et boit pire. Quand il ouvrit la porte, il faillit renverser sa bouteille de bière. « Docteur Alberto, mon Dieu, ça fait si longtemps. Épargne-moi la flatterie, Elio. Je suis venu parler du corps de ma fille. » Le silence qui suivit pesait plus lourd qu'une cravate mouillée. « Qu'est-ce qu'il a, le corps ?» « Il était dans un cercueil scellé, tu te souviens ? On m'a donné une chaîne, une photo, et on m'a dit d'enterrer vite. C'est toi qui as signé le rapport. J'ai suivi le protocole. Le corps était méconnaissable, carbonisé. Et tu pensais que je ne poserais jamais de questions ?» Elio essuya la sueur de son front. Ses yeux fuyaient ceux d'Alberto comme un voleur fuit un barrage. Mais alors, Alberto sortit un bouton rouge de sa poche. Ce bouton était sur l'ours de ma fille. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé sur celui d'une gamine au feu rouge. Une gamine appelée Carolina. Le visage d'Elio se vida de tout son sang. Il avala sa salive, faillit faire tomber la bouteille à nouveau. Quelle histoire c'est que ça? Celle que tu vas me raconter maintenant, Elio. Parce que si je découvre que tu m'as menti, tu vas avoir besoin de bien plus qu'un rapport pour t'en sortir. Le vieux médecin légiste s'assit, inspira profondément, et dit « J'ai reçu un ordre, une mallette noire. J'ai signé sans regarder. On m'a dit que c'était un corps impliqué dans une affaire plus grande, un accident diplomatique, une sorte de protocole de sécurité internationale. Quel protocole? Je ne sais pas. On m'a payé, Alberto. C'était l'affaire de Gros Bonnet. Des gens que, si tu remues trop, tu disparais. Quels gens, Elio? Je ne connais pas les noms, j'ai juste obéi. Mais ce qu'il dit ensuite fut pire qu'un mensonge. Ce fut une révélation. Et si je te disais que le corps que tu as enterré n'était pas celui d'un enfant? Alberto blêmit. Quoi? J'ai revu les examens moi-même, quelques semaines après. C'était le corps d'une femme, une adulte. Il y avait même une cicatrice de césarienne. Et pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je voulais vivre, Alberto. Juste pour ça. À cet instant, le monde se retourna. Car si le corps dans le cercueil était celui de quelqu'un d'autre, alors Carolina n'avait jamais été morte. Et le pire, quelqu'un avait voulu qu'il y croie. Avec cette vérité en tête, Alberto quitta la maison d'Elio avec une question coincée dans la gorge. Qui a voulu enterrer un mensonge à la place de sa fille? Et pourquoi? Il y a des choses que le temps cache, mais n'efface pas. Et quand la vérité décide de se montrer, il n'y a pas de serrure qui tienne. Elle entre sans frapper et fout tout en l'air. Alberto rentra à la villa ce soir-là sans allumer une seule lampe. Il monta les escaliers comme s'il portait son propre cercueil sur le dos. Il entra dans la chambre de sa fille, celle qu'il n'avait jamais osé vider. La poupée sur l'étagère souriait toujours, une dent en moins. La lampe licorne trônait là, couverte de poussière. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était la petite boîte en argent posée sur la commode. Dedans, un bracelet avec le prénom Carolina gravé. C'était le seul objet remis avec l'acte de décès, la chaîne et le bracelet. Mais en le regardant de plus près, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. De l'autre côté de la plaque, presque invisible, une gravure minuscule, TSM 1703 FSR. Un code, une piste, et c'était tout ce qu'il lui fallait.
Le lendemain, il alla voir le seul ami qu'il avait encore dans la presse, Arnaldo Telles, journaliste à la retraite, du genre à déterrer un scandale avec une simple cuillère. « J'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce que veut dire cette inscription, Arnaldo, » dit Alberto en posant le bracelet sur la table. « TSM, FSR, ça pourrait être le nom d'une institution. Ou d'un couvent. » Le vieux journaliste écarquilla les yeux. « Tu penses que l'Église est mêlée à ça? Je ne pense pas. J'en suis sûr. Carolina est réapparue au feu rouge, Arnaldo, vivante, et avec un ours que seule elle avait. Mon Dieu! Et le médecin légiste m'a dit que le corps dans le cercueil était celui d'une femme adulte. » Arnaldo se leva de sa chaise. « Il y a un couvent à Saint-Roch. Les sœurs s'occupent de filles orphelines. L'une des sigles correspond « Fille de la Sainte Résurrection », FSR, et TSM. Hein? Peut-être le nom d'un programme interne. Je connais une sœur qui a travaillé là-bas, sœur Dolores, à la retraite mais encore bien lucide. Mémoire d'éléphant. 2 heures plus tard, ils étaient assis dans une maison de retraite, en face d'une vieille dame au voile blanc et aux yeux humides. Alberto posa le bracelet sur la table. Elle le regarda et se figea. « Je connais ça, » murmura-t-elle. « D'où, ma sœur ?» Le bracelet était utilisé pour les filles soumises au traitement du silence maternel. Quoi? Un projet qui n'a duré que peu de temps. Nous recevions des filles issues d'adoptions restreintes. Elles n'avaient pas le droit d'avoir de contact avec leur passé. Pourquoi? Parce que certaines avaient été arrachées à leur famille sans que celle-ci ne le sache. Comment ça? Elles avaient été enlevées, Alberto, et présentées comme orphelines. Carolina en faisait partie. Vous vous souvenez d'elle? La sœur ferma les yeux, inspira profondément, et dit « Je me souviens de son visage, jamais oublié. Elle appelait papa la nuit. Elle pleurait. Mais au bout d'un moment, elle s'est tue. » La douleur qu'Alberto ressentit à cet instant fut sèche, aiguë, comme une balle tirée de l'intérieur. « Où est-elle maintenant? »« Je ne sais pas, » dit la sœur en retenant ses larmes. Un jour, elle a disparu. Ils ont dit qu'elle avait été transférée dans une autre unité. Mais moi, je n'y ai jamais cru. C'était officiel. Sa fille avait été volée, et une partie de l'Église le savait. Et ce qui faisait encore plus peur, Carolina était peut-être encore surveillée. Il y a des vérités si dangereuses qu'on les appelle péchés rien qu'en les murmurant. Et Alberto Fontes, un homme qui avait autrefois des sénateurs à sa solde, affrontait désormais le seul pouvoir qui fait encore peur aux millionnaires, le pouvoir qui parle au nom de Dieu, mais agit au nom des secrets. Cette nuit-là, il reçut une visite. Pas de sonnette, pas de passage par le portail principal. Il apparut simplement dans le bureau, comme s'il y avait toujours été. « Docteur Alberto, » dit l'homme, en costume sombre et croix dorée au cou, « nous devons parler. » Alberto ne reconnut pas le visage, mais il reconnut l'odeur, celle du pouvoir mêlée à un parfum coûteux. « Qui êtes-vous? » Quelqu'un qui protège la foi et les fidèles. Autrement dit, un intermédiaire du mensonge? Je ne suis qu'un messager. Et le message est simple, arrêtez de creuser le passé. Alberto sourit, mais ce sourire-là, c'était celui de quelqu'un qui a déjà décidé d'aller jusqu'au bout, même s'il faut saigner debout. Et si je n'arrête pas, ce que vous avez découvert pourrait détruire beaucoup de gens, y compris vous. On m'a volé ma fille, et vous venez me parler de destruction. L'homme se leva, ajusta sa veste, et dit, comme s'il récitait une prière, « Certaines filles ne sont pas volées, elles sont offertes. » La phrase résonna comme le glas d'un enterrement. Quand Alberto cligna des yeux, l'homme avait disparu. Le lendemain matin, il chercha un vieux contact de l'époque où il dirigeait encore le monde en sous-main. Marco Braga, ancien détective privé, aujourd'hui à la tête d'une agence d'enquête discrète. « Je veux que tu trouves tout sur le couvent FSR, sur ce programme d'adoption clandestine et sur le nom Carolina Fontes dans n'importe quel orphelinat du pays. Ça va coûter cher. L'argent n'est pas un problème. Le temps, si. » Pendant que Marco commençait à creuser, Alberto retourna à l'endroit où il avait vu la fillette pour la première fois, le feu rouge de l'avenue Banderas. Et cette fois, elle était là. Mais il y avait quelque chose de différent.
2 hommes en chemise et oreillettes l'observaient de loin. Ils ne demandaient rien, ne parlaient à personne. Ils observaient. Quand il essaya de s'approcher de la fillette, elle s'enfuit, mais pas vers la rue. Elle courut vers une vieille camionnette blanche garée à l'angle, et celle qui en ouvrit la porte était une femme en habit de religieuse, une sœur. La camionnette démarra, disparut dans le trafic. Alberto courut, mais perdit la trace du véhicule dans le labyrinthe de la ville. Là, à genoux sur le trottoir brûlant, il sentit quelque chose dans la poche de sa veste. Un papier, un mot. Écrit à la main, tremblant, « Si tu me retrouves, ne le dis à personne. Ils entendent tout. » Carole, c'était son écriture, la même que dans l'ancien journal qu'il gardait sous clé dans le coffre. Elle était vivante. Elle savait qui elle était. Et pire encore, elle avait peur. Et si sa fille avait peur, c'est qu'il y avait encore des gens bien trop puissants qui lui ordonnaient de se taire. Il y a des enfants qui naissent invisibles et des adultes qui choisissent de rester aveugles. Et dans ce pays où les enfants deviennent des statistiques et les cœurs des papiers froissés, l'histoire de la petite Carolina devenait chaque jour plus profonde, comme une plaie recouverte d'un chiffon sale qu'on a espéré voir guérir toute seule. Alberto Fontes, l'homme qui avait eu un jet privé avec serveur personnel, se baladait maintenant en casquette et pull usé dans le centre-ville, à la recherche d'une fillette avec un ours recousu. Chaque feu rouge était une espérance. Chaque rue, une chance de retrouver le morceau de son cœur qu'il croyait avoir enterré. « Monsieur, jamais vu cette gamine, mais il y a une bande qui dort près des rails, des gamins qui savent tout, c'est cher, mais ils balancent. Emmène-moi. » Ils arrivèrent dans un terrain vague où les boîtes de conserve servaient de maison et où la peur faisait office de couverture. Là, il rencontra Dante, un garçon d'environ 11 ans, au regard vif et à la voix brûlée par la cigarette. « Tu cherches qui, tonton ? » « Une petite fille, Carolina. Elle a un ours avec un bouton rouge. »« Ah, la petite Carole. Je l'ai vue hier. Elle était avec la sœur de la camionnette. Tu sais où elle est ? » ?»« Ouais, mais ça coûte. » Alberto retira sa montre, un Rolex valant plus que tout le bidonville. « Emmène-moi là-bas. » Dante regarda l'éclat de la montre comme s'il voyait le soleil pour la première fois. Puis acquiesça. « Mais faut faire vite. S'il nous voit, je me casse. » Ils passèrent par des ruelles que même le GPS ignore, des rues où même la lumière des lampadaires a peur de clignoter, jusqu'à arriver à un bâtiment abandonné, fenêtres murées, portail grillagé. C'est là. La camionnette s'arrête tous les jours à 5 heures. La sœur descend avec de la bouffe et des médocs. Y a d'autres enfants ? 3 ou 4, tous muets, tous terrifiés. Et elle, Carolina ? Elle pleure la nuit. Elle murmure des noms. Un, c'est papa. Alberto dut se retenir de ne pas forcer le portail sur le champ. Mais il savait, faire du bruit, c'était risquer de la perdre à nouveau. Cette nuit-là, il resta dans sa voiture, en planque. À 04h57, la camionnette blanche apparut. Même sœur, même manège. Elle descendit, ouvrit le portail avec une clé, entra, referma. Alberto sortit de la voiture et s'approcha du mur latéral. Il monta sur un vieux tonneau et réussit à voir par une fente dans la fenêtre. Et là, parmi des matelas en lambeaux et des jouets sans couleur, elle était là, Carole, assise, serrant son ours, regardant le vide avec des yeux de petite fille qui a déjà vu trop de choses. Mais en regardant vers la fenêtre, elle sentit. Elle tourna lentement la tête et plongea son regard dans celui de son père. Pendant une seconde, le temps s'arrêta et elle sourit. Un petit sourire, tremblant, mais chargé d'une mémoire jamais morte. C'est alors qu'il entendit un bruit derrière lui. Des pas, des voix, et un homme en costume, identique à celui de la visite précédente, apparut de l'autre côté de la rue. Le piège se refermait, et Alberto le savait. S'il voulait sauver sa fille, il allait devoir la voler. La mémoire n'a pas besoin de mots pour faire mal. Parfois, un simple parfum, une chanson ou un regard suffit pour tout réveiller. Alberto passa la journée suivante à planifier l'impossible, sortir Carolina de cette prison sacrée, sans faire de bruit, sans laisser de traces, et sans donner au système le temps de réagir. Parce qu'à ce stade, il ne s'agissait plus seulement de la retrouver.
Il s'agissait de la libérer et de sauver ce que la vie lui avait arraché de plus pur. Il appela Marco Braga, le vieux détective, et lui expliqua tout. On aura 30 secondes, une seule erreur, et elle disparaît encore. Il n'y aura pas d'erreur. Je sais comment entrer et sortir sans que même le vent ne s'en aperçoive. Alberto ne demanda pas comment. Il préféra ne pas savoir, car ceux qui ont déjà trop vu savent qu'il vaut parfois mieux ignorer les détails. À 4h30 du matin, ils étaient en position. La camionnette arriva à l'heure exacte. La sœur descendit, clé dans la serrure, cadenas ouvert, et ce fut à cet instant que Marco passa à l'action. Pendant que la sœur entrait, il glissa un petit morceau de plastique moulé dans le mécanisme du cadenas, pour l'empêcher de se refermer. Ils attendirent 2 minutes. Marco fit un signe, et les 2 hommes entrèrent. L'intérieur du bâtiment ressemblait à un mélange d'abris de fortune et de prison, des lits improvisés, des rideaux déchirés, une odeur de moisi mêlée à de la lavande vieille. Carolina était là, allongée, les yeux ouverts, serrant son ours contre elle. Alberto s'agenouilla à ses côtés. Il ne dit rien. Il sortit simplement une petite boîte à musique de sa poche, celle qui jouait Clair de lune, qu'il lui mettait chaque nuit avant de dormir. Il tourna la clé. La mélodie s'éleva, douce, comme un murmure dans un enterrement. Ses yeux brillèrent. Elle se redressa, le regarda et dit, pour la première fois depuis des années, « Papa ?» Il s'effondra, pleurant, là, sur le sol. Mais il n'y avait pas de temps. Une porte claqua, des pas précipités, des cris étouffés. Marco attrapa Carolina dans ses bras. Maintenant, ils coururent, évitèrent des caisses, des sœurs en panique. En sautant par-dessus le portail, Marco perdit l'équilibre, tomba, mais ne lâcha pas la fillette. Alberto les aida à se relever. Ils montèrent dans la voiture, démarrèrent à toute vitesse avant que la camionnette ne bouge, le cœur battant, les mains tremblantes, mais le silence à l'arrière était différent. Carolina, serrant son ours, regardait par la fenêtre, les yeux secs, mais toute son âme levée dans les bras de son père. « Tu es vraiment mon papa ?» demanda-t-elle tout bas. « Oui, ma fille, et je ne te quitterai plus jamais. » Elle posa la tête sur son épaule et dit, « La dame m'a dit que si je me souvenais, ils allaient me faire du mal. Plus personne ne posera jamais un doigt sur toi, je te le promets. » Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que pendant leur fuite, une vieille caméra cachée dans un coin du mur avait tout filmé. De l'autre côté, dans un bureau aux vitraux colorés et murs remplis de crucifix, un homme regardait, en silence, avec un léger sourire. « Alors, le pion a quitté l'échiquier, » murmura-t-il. Et désormais, la seule question qui comptait était jusqu'où Alberto pourrait-il protéger sa fille maintenant qu'il avait remué les os d'une structure qui ne devait jamais être dérangée. Il y a des guerres qui ne commencent pas par un coup de feu, mais par un silence. Et dans ce silence, il y a des cris enfouis, des vérités pendues et des enfants volés à qui on a appris à oublier. Alberto et Carolina s'étaient réfugiés dans une vieille maison en montagne, isolée au point que même les satellites n'y captaient rien. Une propriété oubliée, avec volets en bois et odeur de bois brûlé. Les premiers jours, elle parlait à peine, dormait recroquevillée, frémissait à chaque bruit, mais peu à peu, elle s'ouvrit. Et une nuit glaciale, assise près de la cheminée, Carolina dit ce que son père attendait et redoutait. « Papa, tu te souviens de la dame qui m'apprenait à ne pas me souvenir de toi ?» Il se glaça. « Comment ça, ma fille ? Elle me disait que tu étais un mensonge, que je venais d'un autre ventre, que je m'appelais autrement. Mais je savais que c'était faux. Je me souvenais de ton étreinte. Comment elle s'appelait ? Sœur Justina. » Le nom frappa le cœur comme un marteau. Marco Braga, le détective, enquêta sur cette femme. Et ce qu'il découvrit changeait tout. Sœur Justina, nom civil, Justina Maria Barcelos. Mais ce n'est qu'une façade. Elle était psychologue dans une ONG soupçonnée de trafic international d'adoption. Disparue des radars pendant 5 ans, puis réapparue comme sœur dans une congrégation obscure de l'intérieur. Tu veux dire qu'elle fait partie du réseau ? Je dis qu'elle est le réseau. Et pire, son nom figurait dans un rapport confidentiel de 2007 lié à un certain Institut Saint-Clément. Alberto ouvrit de grands yeux.
Saint-Clément, c'était le nom du navire où ma fille a disparu. Les pièces s'emboîtaient. L'échiquier dévoilait le visage de celui qui se cachait derrière la croix. Un projet de rééducation infantile financé par des industriels et des autorités où des enfants à risque étaient emmenés à bord de retraite pour y disparaître. Et encore pire, dit Marco, le principal mécène de l'Institut était nul autre que Dom Mauricio de Astorga, cardinal, très influent, et ami de vieux amis à toi. Ce nom, je le connais, murmura Alberto, et tu vas le connaître encore mieux, parce que c'est lui, l'homme qui a regardé ta fuite à travers la caméra. Tout devenait clair, le cercueil scellé, le bracelet gravé, la sœur dans la camionnette, le billet caché dans la veste. Tout faisait partie d'un projet au nom caritatif, mais à l'âme de rapt. Au ChatGPT 10, et tu sais le pire, dit Marco, en lançant un dossier sur la table. Ce Dom Mauricio vient d'être nommé au Vatican. Il va devenir archevêque avec pouvoir international. Alberto frappa le mur du poing. Cet homme a volé ma fille. Il a effacé sa mémoire. Et maintenant, il veut quoi? Une bénédiction? Mais Marco n'avait pas fini. Et si je te disais qu'il n'a pas fait ça qu'à ta fille? Silence. Il y en a d'autres? Il y a une liste, et dessus, plus de 30 enfants disparus lors de croisières spirituelles, de colonies bibliques ou de retraites familiales. Tous avec des certificats de décès flous, classés comme accidents non conclus, tous avec un lien avec la Fondation Saint-Clément. Et là, le coup de grâce. Alberto. Parmi les noms, il y en a un que tu vas reconnaître. Qui? Béatrice Fontes, ta femme. Ma femme? Avant de t'épouser, elle était tutrice d'une petite fille nommée Clara, disparue lors d'un camp d'été. L'affaire a été étouffée. Et devine qui a signé le certificat? Non. Dom Mauricio, le choc fut total. La douleur qu'il croyait ancienne venait de rouvrir ses entrailles, et le lien entre Béatrice et tout ça semblait plus profond qu'il n'aurait jamais imaginé. Pendant ce temps, à Rome, Dom Mauricio préparait un discours mondial. La guerre était déclarée, mais un seul camp savait qu'il était en guerre. Il y a des gens qui montent à l'autel avec une âme si sale que même 1000 prêtres à genoux ne pourraient laver leur honte. Et Dom Mauricio, avec son anneau doré et son sourire de verre, allait être intronisé archevêque du Vatican, en portant sur ses épaules une procession d'enfants disparus. Alberto Fontes n'était plus un homme en deuil. Il était un père en guerre. Et comme tout père blessé, il était prêt à brûler le monde entier s'il le fallait. En coulisses, Marco Braga avait réussi à obtenir l'accès à des archives cachées dans un couvent fermé pour travaux, mais qui, en réalité, abritait des documents de l'ancien programme d'adoption spirituelle assistée. Parmi les pages jaunies, l'odeur de moisissure et le poids du sang séché, se trouvait une lettre manuscrite, datée de 1998, signée par Béatrice Fontes. Au responsable du projet Clément, j'autorise le transfert de la mineure Clara G. Aux soins de l'institution, dans la plus stricte confidentialité, avec foi que cela est pour le bien de l'âme de l'enfant. Alberto relut la lettre 3 fois. Le papier tremblait dans ses mains. Ma femme a participé à ça? Marco hocha la tête. Elle n'a pas seulement participé, elle a livré la première enfant. Et quelques mois plus tard, elle a rejoint la famille Fontes. Tu veux dire qu'elle savait? Apparemment, oui, mais il y a plus. Elle a disparu peu avant la mort de Carolina. Tu te souviens? Oui, on m'avait dit qu'elle était partie voir une cousine en Italie. Mensonge. Elle a passé 3 semaines dans une retraite dirigée par Dom Mauricio lui-même. Il y a des photos, des registres. Et le plus troublant? Elle en est sortie avec une amnésie partielle. Un certificat évoque une amnésie transitoire due à un stress aigu. C'était avant ou après l'accident de Carolina? 2 jours avant. Alberto chancela, s'assit, se passa la main sur le visage comme pour chasser les ombres de l'âme. Elle a été manipulée ou complice. Marco ne répondit pas, car à ce stade, il n'y avait plus de certitude, seulement des cicatrices. À la télévision, le monde entier regardait l'arrivée de Dom Mauricio à Rome. Fleurs, acclamations, enfants habillés de blanc chantant en latin, et lui, en soutane brodée, déclarant «
L'avenir de la foi repose entre les mains de l'innocence. L'hypocrisie a le parfum du luxe. Mais ce que Dom Mauricio ignorait, c'est qu'Alberto avait un atout en main. Dans le dossier trouvé par Marco se trouvait une lettre de dénonciation signée par une des sœurs disparues du couvent FSR. Elle y détaillait le programme de conditionnement, de lavage d'identité et les disparitions d'enfants sélectionnés pour adoption internationale discrète. Et en bas de page, un numéro de protocole. « C'est quoi ça ?» demanda Alberto. « C'est un code d'authentification du Vatican. Ça signifie que le document a été envoyé élu, mais classé comme inopportun pastoral. C'est une preuve? C'est de la dynamite. » Alberto appela alors son dernier contact dans les médias, Leandro Sá, journaliste d'investigation pour TV Mondial. « Je veux te remettre un scoop, mais si tu enterres cette affaire, je te fais avaler ton chapelet, grain par grain. Balance fonte, et je te promets que le monde écoutera. » Le reportage fut diffusé le lendemain. Titres en rouge. Images de la camionnette blanche, photos du bracelet, témoignages de sœur Dolores et la liste de 33 enfants disparus sous protection religieuse. L'impact fut immédiat, mais ce que personne n'attendait, c'était ce qui apparut à la fin du reportage. Une photo ancienne, jaunie, apparut à l'écran. Dom Mauricio, en soutane simple, souriant aux côtés d'une enfant aux cheveux bouclés et aux yeux très familiers. Le journaliste conclut. Selon nos sources, cet enfant n'a jamais été identifié, mais une analyse d'images révèle la ressemblance avec la fille d'Alberto Fontes est de 99,2%. Et pour la première fois, le nom Carolina Fontes résonna dans les couloirs du Vatican. Dom Mauricio ne se présenta pas à la messe du lendemain. Officiellement, il était en retraite spirituelle pour prière. Mais ceux qui connaissent ce jeu savent, quand un prélat se cache, c'est soit par péché, soit parce qu'il va être exposé. Et quand Dieu se tait, le peuple crie. Le reportage sur l'affaire Carolina devint un raz-de-marée. Les chaînes internationales s'en emparèrent, des protestations éclatèrent devant la basilique Saint-Pierre, et des journalistes campèrent devant les couvents impliqués. Mais ce qui bouleversa le plus, ce fut ce qui arriva à Alberto Fontes. L'homme autrefois vu comme un millionnaire excentrique rongé par le chagrin était désormais considéré comme le père qui avait affronté l'Église et survécu. La pression fut telle que le Vatican organisa une conférence de presse exceptionnelle. Dom Mauricio apparut, le visage tiré, mais toujours avec ce ton de voix qui confond culpabilité et arrogance. Les accusations de disparition de mineurs sont des calomnies alimentées par la douleur et la vengeance. Notre mission a toujours été de protéger les plus vulnérables. Alberto regardait la télé, assis à côté de Carolina, qui dormait désormais avec son ours et sa boîte à musique près du lit, comme si le passé était encore une histoire à finir de raconter. Mais la fin venait de commencer. Ce soir-là, Marco Braga reçut un appel crypté. C'était Leandro Sá. « Le dossier que vous m'avez remis a déclenché une réaction en chaîne. Explique. Un ancien employé de l'Institut Saint-Clément vient de nous livrer la liste originale. Et il y a 72 noms, des enfants, des villes, des sœurs, des directeurs, mais surtout une copie de l'acte de naissance authentique de Carolina, avec son empreinte digitale à l'hôpital, et une seconde, falsifiée, sous un autre nom, Clara M. da Silva. » Alberto s'arrêta net. « Clara ? Le nom de la première petite fille disparue dans le passé de ta femme. » Tout s'emboîtait. La petite Clara, livrée au projet par Béatrice, n'avait jamais été oubliée. Elle avait été cachée. Et des années plus tard, lorsque Béatrice eut Carolina, le projet revint la chercher. Mais pourquoi? Par culpabilité? Par chantage? Elle avait cédé? Ou elle avait été contrainte? Et la plus douloureuse des vérités pour Alberto, c'était d'accepter que la femme qu'il avait aimée avait peut-être collaboré à son propre cauchemar. Mais maintenant, il avait la preuve. Et il n'allait plus demander la permission pour parler. Le lendemain matin, Alberto apparut en direct dans l'une des plus grandes émissions de télévision du pays. Il montra le bracelet, le billet, l'acte de naissance authentique. Et enfin, la photo de Carolina, portant la même tenue et le même regard que celle apparue dans le reportage. « C'est ma fille, on me l'a volée,
On a menti, on lui a fait oublier son propre prénom. Et maintenant, on essaie de me faire passer pour un fou. Qu'ils essaient, mais ma folie m'a ramené jusqu'à elle, et aucune soutane ne m'empêchera de le hurler. La réaction fut immédiate. La même semaine, le Vatican ouvrit une enquête interne. Dom Mauricio fut suspendu temporairement pour évaluation de conduite. La camionnette blanche fut saisie, 3 sœurs furent arrêtées, et 5 autres enfants furent identifiés. Mais ce que personne n'attendait, c'était la fuite d'une vidéo quelques jours plus tard. Une ancienne vidéo enregistrée par Dom Mauricio lui-même. On l'y entendait dire « Les enfants sans racines sont des semences neuves. Leur mémoire est une argile fraîche. Nous pouvons les modeler, les recréer et les offrir au monde, purifier. » Le ton, le regard, tout sonnait comme le monstre qui se croyait Messie. La vidéo fut un choc planétaire. Et ce jour-là, Alberto Fontes prit une décision. Il fonda ce qu'aucun argent ne pouvait acheter, la Fondation Carolina. Un centre de soutien psychologique et juridique pour les enfants victimes de manipulations religieuses et d'adoptions illégales. Là, aucun enfant n'était appelé orphelin. Là, chaque mémoire était rendue, même celle qui faisait mal. Et Carolina, elle retourna à l'école, fut suivie en thérapie, et quand on lui demandait comment elle avait survécu à tout cela, elle répondait « parce que quelqu'un a cru en ce que personne ne voulait entendre ». Ainsi, le nom qu'on avait tenté d'effacer devint école, loi, symbole. Car il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas faits pour vivre effacés. Au ChatGPT 10, la répercussion de l'affaire Carolina fit trembler des piliers que l'on croyait intouchables. Mais comme toute structure pourrie, dès que les fissures apparaissent, elles révèlent ce qu'on cachait derrière les murs. La Fondation Carolina devint un refuge, mais aussi une cible. Cette semaine-là, il y eut 4 tentatives d'intrusion, 2 dénonciations anonymes aux services sanitaires, une audition fiscale surprise et un courrier laissé à la porte, sans expéditeur. À l'intérieur, une photo. Carolina, seule, dans un parc, un cercle rouge tracé autour de sa tête, et une phrase écrite à la main qui crie « Disparaît ». Marco Braga alerta immédiatement Alberto. Ce n'est pas juste une menace. C'est un message codé venant de ceux qui ont les mains sales et la voix propre. Ils ne veulent pas seulement la faire taire, ils veulent effacer à nouveau sa mémoire. Et cette fois, pour toujours. C'est là qu'Alberto comprit. Il restait encore des noms cachés, des commanditaires, des parrains, des hommes en costume et croix dorée qui ne passaient jamais à la caméra, mais qui signaient tous les ordres. Puis arriva le premier informateur, déguisé en mendiant. Il remit une enveloppe à Marco et s'éclipsa, à l'intérieur, une clé USB et un mot écrit à la hâte. « Si quelque chose m'arrive, donnez ça au procureur. » Et priez. Contenu du fichier, des caméras cachées, des réunions secrètes, des noms, des visages, des témoignages. Et surtout, la liste complète des financeurs du projet Clément, celui-là même qui avait kidnappé Carolina et tant d'autres enfants. Parmi les noms figurant sur cette liste, 2 ministres en exercice, 3 juges et un archevêque brésilien siégeant en permanence à Rome. Cette fois, la vérité avait un visage, un numéro fiscal, un compte bancaire. Mais s'il pensait que cela apporterait la paix, c'est à ce moment précis que l'enfer commença. Il y a des vérités qui, pour survivre, doivent être enterrés dans des tombes sans nom. Et c'est ce qu'ils avaient fait avec des dizaines d'enfants. Ils avaient effacé leurs histoires, comme on souffle une bougie d'enterrement avant l'heure. Mais Alberto ne voulait plus de justice symbolique. Il voulait une justice de tombe ouverte. Avec les vidéos de la clé USB en main, il se rendit avec Marco Braga au bureau du procureur fédéral. La réponse fut immédiate. Si cela est rendu public, on fait tomber la moitié de la haute magistrature et l'état-major de la conférence épiscopale. Alors qu'il tombe, répondit Alberto. J'ai enterré une fille vivante. Je n'ai plus peur d'aucune tombe. Ce soir-là, Carolina fit un cauchemar. Papa, j'ai rêvé d'une petite fille qui avait mon visage, mais un autre prénom. Elle criait à l'aide, mais personne ne la voyait. Le détail fit frissonner Alberto. Clara, la première fillette donnée au projet par Béatrice, la disparue.
la non enterrée, celle qu'on avait peut-être recyclée. Marco apporta une théorie effrayante. Et si le projet avait fait quelque chose de pire, Alberto? Quoi? Et si Carolina avait été utilisée comme substitut émotionnel? Comme une remplaçante? Non, sa mémoire a été effacée. Elle a subi le traitement du silence maternel. Et si elle était les deux, l'idée était monstrueuse mais plausible. Carolina pourrait être Clara, ou porter en elle les souvenirs de Clara, implantés artificiellement. Car oui, dans les documents de la clé USB figuraient des rapports sur des techniques de fragmentation identitaire, de personnalités dissociées et d'implants émotionnels, des procédures appliquées à des enfants pour reconstruire leur origine spirituelle. Monstrueux, mais authentifié, et signé par des psychologues missionnaires d'institutions religieuses dites humanitaires. Un nom émergea, Dr Vinicius Cerdeira, auteur de 4 rapports, disparu depuis 2012. Mais la semaine suivante, quelqu'un envoya une lettre à la Fondation Carolina, manuscrite, tremblante, sans signature. Elle disait « Si vous voulez comprendre ce qu'on a fait, venez au cimetière de la Lapa, tombe 172, mardi, 23 heures. » C'était lui, et Alberto y alla, avec Marco, et un dictaphone caché dans la poche. Ce qu'ils entendirent cette nuit-là transforma la douleur en haine. Au ChatGPT 10, au cimetière de la Lapa à l'heure dite, un homme les attendait. Debout à côté d'une tombe sans nom, sans fleurs, sans épitaphe, un costume froissé, les traits creusés, le regard vide de ceux qui ne dorment plus depuis longtemps. C'était lui, Dr Vinicius Cerdeira, le bourreau en blouse blanche, le spécialiste des réinitialisations d'enfance, le cimetière ambulant des âmes encore vivantes. Il leva les yeux vers Alberto et dit simplement, comme si le temps n'avait jamais existé, « Monsieur Fonte », Alberto le coupa net, « Dites-moi ce que vous avez fait à ma fille. » Vinicius inspira longuement, puis tendit une petite coudée de cahier, jaunie, usée, déchirée sur les bords. « Voici un journal clinique, mes notes personnelles, entre 2006 et 2009. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La preuve que votre fille a subi 9 séances de reprogrammation cognitive religieuse. » Quoi? Un protocole approuvé par la Congrégation de la Pureté. On exposait l'enfant à des stimuli visuels et sonores, des récits sur l'abandon, la renaissance, le sacrifice du non pour entrer dans la foi. Marco s'interposa. C'est de la torture psychologique. Vinicius hocha la tête. Oui, mais béni avant et après. Le cynisme dans sa voix était un coup de poignard. Mais ce qui brisa le silence, ce fut ce que tenait Alberto. Des dessins, faits par Carolina. Mais à l'époque, elle ne s'appelait plus ainsi. Des maisons en feu, des visages rayés. Et une phrase, répétée encore et encore. « Je ne suis personne. Dieu va me donner un nom neuf. » Alberto demanda, les larmes au bord des cils. « Et Clara ?» Vinicius hésita, regarda autour, puis murmura. « Clara est morte, à l'âge de 4 ans, pneumonie. C'est faux, c'est vrai, mais Béatrice n'a jamais supporté la culpabilité. Elle a promis de réparer, et elle est tombée enceinte. Vous voulez dire que Carolina est née pour remplacer Clara? Carolina était votre fille, biologiquement, mais émotionnellement, elle portait un héritage qu'elle n'a jamais choisi. Béatrice l'a offerte au projet, une nouvelle chance, un récipient pur. » Alberto tomba à genoux. Il ne pleurait plus, il saignait de l'intérieur. Et quand elle a voulu se rétracter, on l'a réduite au silence. L'amnésie, ce n'était pas naturel, c'était induit. Marco enregistrait tout. Mais ce que dit Vinicius ensuite fut la dernière balle dans le cœur. Carolina fut considérée comme un échec thérapeutique. Elle se souvenait, elle rêvait, elle pleurait. Alors, ils l'ont abandonnée. Vous l'avez laissée mendier dans la rue? Ils l'ont laissée comme indigente, mais toujours sous surveillance. La sœur dans la camionnette, elle n'était pas là pour la protéger. Elle était là pour s'assurer qu'elle ne parle pas. Et le bouton rouge sur l'ours? Vinicius ferma les yeux. Mais c'est moi qui l'ai cousu, ma façon de demander pardon. Même les monstres ont parfois honte. Silence. Même les morts autour d'eux semblaient retenir leur souffle. Alberto se releva, le regard vide.
mais l'âme pleine de feu. Vous croyez être repentant, mais ce que vous êtes, c'est un fossoyeur d'âmes vivantes. Vinicius Cerdeira fut arrêté 3 jours plus tard, suite à l'enregistrement. Il signa tout, confessa tout, mais la justice n'en était qu'à ses débuts. Car une question restait: qui signait les chèques? Qui donnait les bénédictions? Qui décidait de qui méritait d'oublier? Le Vatican publia un communiqué laconique, froid comme un cercueil en marbre. Nous prenons acte des documents transmis et réaffirmons notre engagement envers la vérité. Toutefois, jusqu'à nouvel ordre, nous considérons les témoignages comme des interprétations non vérifiées. Interprétations, malgré les vidéos, les témoins, les preuves, les rapports. Tout restait interprétable. Mais pendant que les anneaux dorés tentèrent de sauver les doigts, le peuple, lui, avait déjà choisi son camp. La Fondation Carolina devint un phare. Des milliers de messages, des dons, des anciens enfants de projets similaires vinrent témoigner. Une femme, Anna Lucia, apparut. Elle montra une photo de sa fille. Même bracelet, même sœur dans la camionnette, disparue en 2014. On lui avait dit qu'elle s'était noyée sans jamais lui montrer le corps. Où c'était? Demanda Marco. Dans le même institut Saint-Clément. Chaque nouvelle histoire ouvrait un nouveau couloir vers l'enfer. Mais ce que personne n'attendait, c'était le retour de Béatrice Fontes. Béatrice Fontes réapparut. Après des années de silence et de mystère, elle fut localisée, internée dans une clinique psychiatrique privée en Suisse. C'est un journaliste d'investigation allemand qui la retrouva sous un nom d'emprunt, dans une aile protégée, financée, ironie du sort, par un fonds humanitaire religieux. Quand on lui demanda pourquoi elle n'avait jamais parlé, elle répondit, d'une voix presque éteinte, « Parce qu'on m'a promis que si je me taisais, j'aurais encore une fille. » La vidéo de l'interview fut diffusée dans le monde entier, et ce fut l'effondrement. L'Église entra en crise d'image totale. Le pape, sous une pression inédite, annonça la création d'une commission internationale indépendante pour enquêter. Mais pendant que Rome écrivait des rapports, Carolina écrivait des lettres, petites, simples, des mots qu'elle laissait dans la salle d'accueil de la Fondation pour d'autres enfants retrouvés. « Tu n'es pas seul, ton nom est encore vivant. Moi, j'ai retrouvé mon papa, toi aussi tu retrouveras quelqu'un. » Et ces lettres commencèrent à guérir des blessures que même les tribunaux ne savaient toucher. Mais dans le cœur d'Alberto, une dernière plaie restait ouverte. Un nom, un dernier, celui que même les témoins avaient peur de prononcer. Jusqu'au jour où, lors de son audience devant le juge fédéral, le docteur Vinicius Cerdeira lâcha enfin le nom de l'ombre. Qui finançait le projet Clément? Une structure appelée Fraternitas Lux. Quel type de structure? Un groupe éducatif chrétien. Multinational. Siège en Suisse, filiales au Brésil, en Italie, en Pologne. Qui l'a fondé? Vinicius hésita. Ses doigts tremblaient, puis il dit, dans un souffle qui fit basculer la salle d'audience dans un silence absolu, « Gustavo Fontes. » Alberto blanchit. « Quoi? Votre frère, monsieur Fontes. » Le choc fut tel que le juge dut suspendre la séance. Gustavo Fontes, le frère cadet, disparu depuis 20 ans, théologien brillant, ex-missionnaire, ancien associé d'Alberto, avec qui il avait coupé tout lien après un conflit idéologique profond. Il avait fondé des écoles, des œuvres, des orphelinats. Il était devenu une figure mondiale de la pédagogie évangélique. On l'appelait le bâtisseur de la nouvelle foi. Et maintenant, c'était lui, le vrai chef, le père du projet, le bourreau caché derrière le crucifix. Ce soir-là, Alberto ne dormit pas. Il resta assis à regarder Carolina dormir, son ours dans les bras, sa petite boîte à musique fermée, et il se posait une seule question. Combien de fois regarde-t-on le visage de son propre sang, sans voir le monstre qu'il cache? Le lendemain, Alberto prit un vol pour Genève. Accompagné de Marco Braga, ils demandèrent une audience avec Gustavo, qui, protégé par ses avocats, n'avait toujours pas été inculpé. La rencontre se fit dans une salle vitrée, aseptisée, silencieuse, 2 frères face à face. Mais entre eux, un abîme plus profond que 1000 tribunaux. Tu as volé ma fille, je l'ai sauvée, tu as effacé son nom.
Je lui ai donné une mission. Tu as détruit une enfance. Je l'ai purifiée. Le calme avec lequel Gustavo prononçait chaque mot glaçait l'âme. Un homme convaincu, fanatique, et pire, souriant. Un jour, le monde comprendra. Il comprendra, oui, répondit Alberto, quand tu seras en prison et que ma fille écrira un livre avec le nom que tu as essayé d'effacer. Gustavo le regarda fixement. Carolina a quelque chose que tu n'auras jamais. Quoi? Le pardon. 3 jours plus tard, Gustavo Fontes fut arrêté. Les preuves étaient irréfutables. La Fraternitas Lux fut dissoute. 80 enfants furent retrouvés dans des colonies spirituelles à travers le monde. Plus de la moitié purent être réunis avec leurs familles. Et Carolina, elle grandit. Elle étudia, elle devint psychologue. Elle ouvrit un secteur spécial à la fondation, dédié aux adultes ayant été victimes, enfants, de ses projets. Un jour, une journaliste lui demanda « Comment avez-vous fait pour vous reconstruire ?» Carolina sourit. Elle regarda la caméra et dit « Je ne me suis pas reconstruite seule. C'est l'amour d'un père et la certitude de savoir qui je suis, qui m'ont guéri. Et dans cette maison, où autrefois, le silence régnait, on entendait maintenant des rires d'enfants, des vrais, avec un prénom, une histoire et un avenir. Parce qu'au fond, comme le dit le vieux sur sa chaise, devant la fondation, il y a des gens qui naissent invisibles. Mais quand la vérité les touche, même le ciel ne peut s'empêcher de les regarder. Et toi, qu'as-tu pensé de cette histoire? Commente juste en bas, laisse ton petit like pour soutenir cette chaîne et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire forte du vieux riche. À très bientôt.